Bonjour à tous, vous êtes nombreux ce matin pour ce premier webinaire de Celine. Bienvenue à tous. On est hyper contents avec Anne et Pamela d'être avec vous ce matin. Pourquoi ce webinaire? Pourquoi est-ce qu'on l'organise et pourquoi est-ce qu'on avait à cœur de pouvoir partager sur ces sujets-là? Je ne sais pas si vous connaissez Celine, mais nous, on aide les entreprises à garantir que leurs collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions à la maison, avec du mobilier ergonomique, design et fabriqué en France. Et on a équipé plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui. Et en fait, en travaillant sur ces sujets-là, avec effectivement EBA Clearing, Doctolib, mais aussi ADN, Sony Music, on s'est rendu compte que le sujet du travail flexible était un enjeu majeur pour les collaborateurs et donc ouvrait énormément d'opportunités en termes d'attraction et de rétention de talent, et que vu que c'est un sujet totalement nouveau, qu'il y avait probablement beaucoup de choses à partager sur ces sujets-là. Et donc, Anne et Pamela ont très gentiment accepté de participer aujourd'hui pour partager leur retour d'expérience et leur vision sur ce sujet-là, avec cette volonté effectivement de pouvoir échanger et faire avancer le sujet au maximum pour tirer ces opportunités et relever ces nouveaux défis. Donc, pour les présenter rapidement, Pamela Corbin-Audou, qui est directrice de l'engagement collaborateur chez Doctolib. Alors, Pamela, peut-être est-ce que tu peux présenter ton rôle et donner peut-être quelques éléments, même si je pense que tout le monde connaît Doctolib, peut-être des éléments de contexte sur Doctolib? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je m'appelle effectivement Pamela Corbin-Audou, tu t'es très bien renseigné, Martin. Je travaille chez Doctolib depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et Doctolib, c'est entre autres pour vous l'application sur laquelle on peut aller avoir un rendez-vous chez un professionnel de santé. On ne fait pas que ça, évidemment, on a tout un tas de logiciels qui peuvent aider aussi les professionnels de santé à gérer leur emploi du temps, à gérer les dossiers des patients aussi. Et il y a une communauté aussi de professionnels de santé. Aujourd'hui, on est environ 1800 Doctolibers, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Et on recrute environ une centaine de personnes par mois. Et mon rôle, et le rôle de mon équipe, parce que je ne suis pas toute seule à faire ça, c'est effectivement d'aider les collaborateurs à se sentir engagés, comme on le fait via la communication interne, via les événements internes, via aussi l'écoute de ce que les collaborateurs ont à nous dire. Et on a aussi toute une partie dans mon équipe autour de la RSE et une partie autour de ce qu'on appelle la marque employeur. Voilà. Top. Merci beaucoup. En effet, je peux témoigner, plus de 100 nouveaux collaborateurs par mois, c'est assez impressionnant. Et donc, Anne Roland-Herlin, qui est la DRH de EBA Clearing, qui est une marque un peu moins connue du grand public. Peut-être, Anne, tu peux nous la présenter un petit peu rapidement, ton contexte et ton rôle au sein d'EBA Clearing. Merci Martin. Donc, bonjour à tous, je suis Anne Roland-Herlin, donc je suis la DRH d'ABE Clearing. Nous sommes en fait une multinationale de taille moyenne. On n'est effectivement pas du tout dans la même dimension entreprise que Doctolib. Nous sommes présents dans 6 pays européens et notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes un fournisseur de solutions d'infrastructures de paiement pan-européennes. L'entreprise a été fondée en 1998 et elle appartient à 48 des principales banques opérant en Europe. Et nos systèmes de paiement, en fait, sont développés avec la communauté d'utilisateurs multinationaux de la société et des partenaires aussi plus pointus, plus technologiques. Hein. Donc, on n'est pas une grosse entreprise de ce fait, puisqu'on repose aussi, notre business model repose aussi sur une partie de la relation avec des fournisseurs critiques auprès desquels sont externalisées une partie des activités. On opère 2 systèmes de paiement d'importance systémique tels que qualifiés par la Banque Centrale Européenne, qui est notre régulateur. Des systèmes qui ne parlent pas au grand public. Donc, on n'est pas une entreprise tellement commerciale, mais comme Doctolib, mais peu importe, on est plutôt non-profit. Hein, on soutient effectivement pour synthétiser la politique européenne en matière de paiement au sein de l'Union européenne. Non, mais l'idée, c'est effectivement aujourd'hui, vous avez 2 entreprises qui sont relativement différentes en termes de taille, en termes d'enjeux, en termes de profil. Et donc, c'est aussi pour avoir justement ces regards-là, pour que chacun puisse aussi y retrouver
des éléments de similarité avec son propre contexte. Un point qui est aussi important, hein, c'est que Pamela, on n'a pas trop parlé, mais il y a beaucoup de collaborateurs aussi en Allemagne chez Doctolib. Et effectivement, Anne, chez EBA Clearing, il y a du monde de manière très distribuée en Europe. Donc, on pourra aussi, si c'est des sujets pour vous, creuser le sujet de l'Europe. Alors, vous avez été nombreux lors de votre inscription à nous dire un petit peu vos attentes pour aujourd'hui. Donc, les résultats, donc à 33%, vous cherchez des conseils ou en tout cas des retours d'expérience pour aider vos collaborateurs à travailler dans les meilleures conditions. 27% à comprendre ce que font les autres en matière de travail flexible. Et à 20%, trouver des solutions concrètes pour attirer et retenir les talents. Donc, dans cette préparation, avec Pamela et Anne, on a vraiment essayé de pouvoir justement vous donner un maximum d'input par rapport à ça. Ça a été hyper riche, en tout cas à titre personnel pour moi, cette préparation. Donc, j'espère que ça le sera aussi pour vous. Pour que ça soit quand même un peu interactif, on a prévu des petits sondages en cours de webinar. Par exemple, là, l'idée, c'est de pouvoir commencer pour comprendre là où vous en êtes en termes de travail flexible. On sait que la rentrée va être un moment important là-dessus. Donc, je lance un petit sondage sur la plateforme qui vous demande tout simplement où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez signé un accord, est-ce que vous êtes en train de le faire, ou est-ce que c'est à l'ordre du jour, ou tout simplement est-ce que c'est pas à l'ordre du jour, et on regardera les résultats un petit peu plus tard. Alors, le premier thème aujourd'hui, c'est comment le Covid a-t-il changé l'expérience collaborateur dans les entreprises? On sait que ça a été un gros sujet. Anne, en préparant, tu me disais que pour toi, la prise de conscience, c'était que chez Clearing, tous les métiers sont télétravaillables, même la personne de l'accueil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors tout à fait. En fait, je pense que le Covid, en tout cas pour nous, ça a été un révélateur. On essaie aussi de voir les choses de manière positive. Ça fait partie un peu de l'état d'esprit de l'entreprise. Et voilà, on a eu la chance aussi, je le signale, je le souligne, de pouvoir poursuivre nos activités tout à fait normalement. Je dirais que Covid ou pas Covid, ça n'a rien changé au niveau de notre business puisqu'on avait déjà un mode opératoire permettant de travailler à distance. Donc, bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu certaines choses à faire, mais en tout cas, on a eu cette chance-là, ce qui n'est pas le cas effectivement de toutes les entreprises. Donc, ça a été l'occasion finalement quand on est passé en fait du jour au lendemain du présentiel au distanciel, en fait, on s'est forcément tous rendu compte que nos métiers, par la force des choses, devenaient télétravaillables, a priori, je dirais, et sous réserve en fait de la capacité de chacun à se faire mutuellement confiance. Je pense que nous, dans notre entreprise, on considère que les gens qui y travaillent sont des professionnels. J'espère que c'est le cas. Enfin, je pense que c'est normal de dire ça, mais j'aime bien le souligner. Mais par contre, effectivement, une chose qui est importante, et ça faisait aussi partie des choses qu'on avait réussi sans doute à mettre en place côté dans nos valeurs, dans notre aussi notre culture d'entreprise, c'est que ça ne peut pas fonctionner si on ne se fait pas tout simplement confiance. Et ça veut dire qu'on est capable, tout à chacun doit être capable de démontrer son autonomie, capable d'accomplir ses tâches, ses missions, ses responsabilités en confiance, avec par exemple une capacité naturelle à rendre compte ou un manager à contrôler, sans que ça soit on ne tombe pas dans des excès bien sûr. Donc ça a été une prise de conscience, c'est sûr, pour tout le monde, pour notre personnel, pour nos managers. Et effectivement, pour l'exemple de l'accueil, c'est très simple. On s'est rendu compte, oui, effectivement, les tâches liées à l'accueil physique ne représentaient qu'une petite partie du métier des personnes qui travaillent dans nos accueils en Europe. Donc ça a été une occasion sinon de regarder les choses non plus tellement sous l'angle de la fonction en tant que telle, mais sous l'angle vraiment plus détaillé, plus fin de ce que font réellement les gens. Et donc de pouvoir aussi finalement distinguer ce qui peut être totalement télétravaillable de ce qui est bénéfique à du présentiel. Donc un télétravail qui passe c'est l'exception et finalement ça devient le mode de travail premier avec effectivement des enjeux quand même en présentiel, ça c'est très important. Pamela, de ton côté, vous êtes dans un contexte d'hypercroissance, on en a parlé, énormément de recrutement, avec en plus une grande diversité de métiers. Je ne sais pas si tout le monde sait,
à quel point il y a de métiers différents chez Doctolib. Peut-être tu peux nous repréciser ça et quel a été chez vous les principaux impacts en termes d'expérience collaborateur? Alors, effectivement, on a énormément de métiers différents chez Doctolib. On pense souvent à la tech et à la partie vente, mais on n'a pas que ça. On a de la tech, on a du produit, on a des personnes qui sont au service client pour s'occuper et des particuliers et des professionnels de santé. On a évidemment des commerciaux. On a aussi l'équipe People, dont je fais partie, donc tout ce qui est autour des ressources humaines. On a les équipes finance, on a des équipes dans tous les métiers de support qu'on peut connaître dans les autres entreprises. Et toutes ces personnes n'ont pas forcément les mêmes modes de fonctionnement et n'ont pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis du travail à distance. Toujours est-il qu'en mars 2020, on a dû, comme énormément d'entreprises en France et dans d'autres pays dans le monde, passer en un week-end, en une nuit, du travail en présentiel au travail à distance, à 100%. Parce qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait continuer à soutenir les professionnels de santé pour leur donner des solutions qui leur permettent de continuer à exercer leur activité pour aider à combattre le Covid. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, il fallait s'assurer que tout le monde allait bien, physiquement et mentalement, que tout le monde avait les moyens de continuer à travailler dans les meilleures conditions, avec un ordinateur, une connexion qui fonctionne bien, avec, s'il le faut, une chaise. À l'époque, on n'était pas encore avec Sline, donc on a demandé aux personnes qui n'avaient pas de chaise correcte chez elles de se faire connaître et on leur a envoyé les chaises de bureau, un deuxième écran quand on en avait besoin. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les nouvelles personnes qu'on onboardait tous les mois. Donc, à l'époque, on était plutôt autour de 80, je pense. Et 80 nouvelles personnes en Allemagne et en France à intégrer. Ça veut dire 80 nouvelles personnes à qui il faut envoyer des ordinateurs, toute la démarche pour pouvoir entrer sur nos plateformes, utiliser nos logiciels. Tout ça, on peut le faire en ligne, mais c'est très simple, en fait, en général, quand on vient récupérer son ordinateur en présentiel, au cours de ce qu'on appelle la DA, qui est la Doctolib Academy, qui est notre semaine d'onboarding. C'est très simple parce qu'on a quelqu'un à côté de soi qui peut regarder au-dessus de l'écran et dire voilà, il faut que tu te connectes là, etc. Là, tout d'un coup, il faut que tout le monde soit complètement autonome à distance. Et ça a demandé un énorme travail à toutes les équipes qui sont chargées de ça, dans l'équipe People, entre autres, et l'équipe IT aussi, en support IT, pour pouvoir gérer la logistique. Et ça a été très bien fait. Et on a même, donc j'ai une collègue qui s'appelle Marie qui s'occupe entre autres de la partie People Development et donc de l'onboarding, qui surveille de près les notes de satisfaction des nouveaux arrivants à la suite de la première semaine de Doctolib Academy. Et en fait, nos notes ont augmenté quand on est passé en remote. Ce à quoi on ne s'attendait pas, évidemment, on était très contents et c'était ce sur quoi on s'était basé. On était très contents de voir que les notes ont augmenté. Et ça veut dire aussi soutenir les managers parce qu'on n'est pas que Doctolibers aussi, parfois on est manager. Comment est-ce qu'on aide son équipe à bien gérer cette transition? Parce que c'est via les managers aussi que ça passe. C'est les managers qui sont le relais de toute la politique d'entreprise, de l'engagement des collaborateurs. Et c'est leur indiquer qu'il y a un droit à la déconnexion, que gérer une équipe à distance, c'est pas du tout la même chose que de gérer de gérer une équipe en présentiel. Et il faut aussi les guider dans l'instauration de rituels. Est-ce qu'on se fait un point tous les matins? Est-ce qu'on se fait un point d'équipe encore l'après-midi? Est-ce qu'on a des moments qui sont un peu déstructurés, etc. Donc tout ça, il a fallu qu'on les aide et on leur a donné, donc, et aux Doctolibers et aux managers aussi, des guides pour pouvoir bien gérer cette transition vers, un peu abrupte, comme pour tout le monde, vers le full remote en édition pandémie. Donc un vrai accompagnement du manager, un accompagnement psychologique aussi, tu n'en as pas parlé, mais vous avez mis en place une plateforme pour que les collaborateurs ou les managers, en tout cas l'ensemble des personnes puissent parler avec un psychologue. Le bien-être aussi collaborateur, effectivement, avec un partenariat avec nous. Ça, c'est très important. Et du coup, sur cette question, Anne, de l'équilibre vie pro, vie perso, on en a beaucoup parlé. Bien sûr, c'était un sujet important avant. On sait que c'est devenu un enjeu encore plus fort.
Quelle est ta vision sur ce sujet de la conciliation vie pro, vie perso qui a été remis au goût du jour, en tout cas qui est un nouveau défi pour tout le monde aujourd'hui? Effectivement, c'était un sujet, on va dire, et peut-être un enjeu avant le Covid, finalement, mais on ne savait pas très bien ce qui se passait finalement derrière tout ça. Aujourd'hui, avec cette pandémie, cette frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle a d'une certaine manière fondu. On y voit plus clair, c'est-à-dire qu'on est capable on sait, on est assez capable et on sait, parce qu'on connaît mieux notre personnel, ils nous connaissent mieux, tout le monde se connaît mieux, on est plus à même, plus armé aussi pour comprendre ce que l'on veut dire, quel est le sens de cet équilibre, hein, vie personnelle, vie professionnelle. Avant, c'était très compliqué, je pense, pour un employeur de vraiment garantir ou s'assurer que, hein, bon, bien sûr, il y a des choses qui existaient, mais de manière concrète et pratique, beaucoup plus difficile. La pandémie a rendu ça de manière, enfin, elle nous a permis de mettre en place des choses de manière vraiment concrète, pratique et opérationnelle. Donc, il y a bien sûr des bons principes, ils ont été évoqués effectivement, tels que et la vigilance, hein, sur effectivement le droit à la déconnexion, etc., tout ce qui existe sur le plan d'ailleurs réglementaire. Mais vraiment, je dirais ma vision aujourd'hui, c'est que cette pandémie nous a vraiment permis, et ça a été souligné aussi, d'augmenter le niveau de dialogue, de transparence et de communication dans l'entreprise pour soutenir les équipes, pour soutenir les managers. Ça nous a énormément rapprochés. Aujourd'hui, je pense qu'on se connaît tellement, on se connaît bien, on se connaît mieux, et donc les gens nous parlent davantage, ils sont plus en confiance, hein, avec la direction notamment, et il y a beaucoup moins cette espèce de schisme, hein, qui peut exister parfois, ou beaucoup d'entreprises entre la direction et son personnel. Finalement, la distance vous a rapproché d'une certaine manière. Exactement. Super intéressant. Alors, donc, voilà, on l'a compris. Je pense que le Covid a complètement repensé l'expérience collaborateur. C'est intéressant, cette dualité entre la proximité et la distance physique, l'ensemble des sujets d'un point de vue managérial dont aussi parlait Pamela. Donc, pour répondre, pour vous donner un peu ce qui s'est dit sur le travail flexible lors du premier sondage, donc vous avez été 36% à répondre que vous êtes en train de clôturer votre accord, votre charte de télétravail, ça sera prêt pour la rentrée. À 32% que vous avez signé un accord ou une charte qui encadre le sujet, donc c'est déjà fait. À 20%, c'est à l'ordre du jour, mais ça sera plutôt 2022. Et 12%, c'est pas à l'ordre du jour, on verra plus tard. Donc 68%, en gros, ça sera bon pour la rentrée. Donc on voit bien à quel point le sujet est d'actualité pour tout le monde. Du coup, si on creuse sur le sujet, je vous lance un nouveau sondage pour concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs en télétravail. Bien sûr, plusieurs réponses sont possibles. N'hésitez pas à mettre dans le chat aussi s'il y a d'autres choses que vous avez fait qui ne sont pas mentionnées là. Ça me permet d'enchaîner sur la deuxième partie qui est on voit qu'on a compris, il y a eu plein de choses qui ont été faites en matière de télétravail et de travail hybride pendant le Covid, mais du coup, quelles sont ces opportunités qui se révèlent, mais aussi les défis à relever. Moi, j'avais une question pour toi, Pamela. Comment, dans ce contexte où vous êtes autant, comment est-ce que vous avez fait pour maintenir l'engagement, la fluidité de l'information dans quelque chose, comme tu le disais, qui a basculé finalement en un week-end, et comment est-ce que tu vois les choses dans le futur, dans un modèle plus hybride, en tout cas qui alterne entre présentiel et distanciel, avec cet enjeu de recrutement et d'onboarding de nouvelles personnes très régulièrement. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on a considérées à notre niveau chez Doctolib. C'est qu'il y avait une forme de savoir qui se passait de personne à personne dans les bureaux. On apprend tous un peu par osmose, parce qu'on entend à la machine à café un tel qui est en train de travailler sur tel projet avec une telle, on se dit « Ah, tiens, j'ai une information qui pourrait les intéresser ». Et ça se passe dans toutes les entreprises où on est en présentiel. Et tout d'un coup, on n'a plus ça.
on n'a plus la présence dans les bureaux, on ne peut plus entendre la conversation dans les couloirs ou en début de réunion. Tout d'un coup, on n'a plus cette possibilité de savoir. Et donc, il a fallu qu'on ait une vraie volonté de formaliser les choses et de les structurer. Alors, on est déjà énormément structuré, on essaie vraiment de faire les choses de manière droite et organisée chez Doctolib, mais là, ça nous a demandé un effort supplémentaire, et même dans la communication. Et au début, on avait ce qu'on appelle des all hands, donc des réunions auxquelles tous les Doctolibers étaient conviés, où on communiquait chaque semaine sur notre situation en tant qu'entreprise, mais on parlait aussi de certains exemples avec certains Doctolibers qui venaient parler et qui disaient voilà ce que moi j'ai fait dernièrement et voilà comment on gère la situation de notre côté, ce qui a permis à tout le monde d'être au courant de ce qui se passait. Donc ça a été une première chose. On a eu la partie communication écrite aussi, qui a pris énormément d'importance. On s'est bien équipé. On avait déjà Slack avant, mais avec donc un outil de chat dans l'entreprise. On avait déjà Slack avant, mais on l'a utilisé de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus décomplexée, je pense aussi. On a mis en place avec, entre autres, les guides dont je parlais un peu plus tôt, on a mis en place un certain nombre de rituels et de règles. Et dès le début de la crise, on a indiqué à tout le monde que c'était parfaitement sain. On parlait tout à l'heure des limites. Anne, tu disais que les limites entre la vie pro et la vie perso avaient fondu. Et bien pour éviter qu'on ait une fonte et une dégoulinade, même j'ai envie de dire, on a très tôt dit à tout le monde qu'il y avait un droit à la déconnexion et qu'il fallait vraiment border ces journées autant que possible avec un rituel le matin où on se connectait, on disait bonjour aux gens de nos équipes sur Slack, et à un moment où on se déconnectait et on disait au revoir à tout le monde sur Slack, à toutes ces équipes, pour vraiment marquer le fait qu'on n'était plus disponible et qu'on était en train de s'occuper des devoirs des enfants ou essayer d'aller faire les courses en mettant 3 paires de gants et puis 4 masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la crise, c'était un petit peu ça, on avait peur d'aller faire ses courses à un moment. Et ça a été important pour nous. Et puis, dans l'effort de formalisation et de structuration, on a eu aussi 2 autres choses qui ont été extrêmement fondatrices dans la manière dont on vit Doctolib. Ça a été la formalisation du playbook, qui est la manière dont on fait les choses et qui repose sur 6 piliers, qu'on appelle les piliers scales. Donc, chaque lettre représente un pilier. Structure, care, pardon, je vais recommencer dans le bon ordre. Serve, pour le service, care, act, learn, enjoy et structure. C'est parce que je préfère structure, c'est mon préféré. Donc, je le mets souvent en premier, mais en vrai, c'est serve. Et ça a permis à toutes les personnes chez Doctolib de se remettre en perspective et de se dire, voilà, j'ai une décision à prendre tout de suite, ben, je la prends au regard de ces 6 piliers. Et alors, évidemment, là, je vous donne juste les noms, mais on a tout un tas de credos, tout un tas de principes qui vont derrière. Et ça, on les a formalisés. Ça a pris un peu de temps, parce que c'était du savoir de l'entreprise qui était là et qui était incarné par les personnes qui sont là depuis 600, 7 ans, depuis le début de l'entreprise. Mais là, il fallait le formaliser parce qu'on avait plein de nouveaux arrivants chaque mois. Puis, on a aussi le manifesto qui est arrivé un petit peu plus tard et qui, lui, est l'ensemble des préceptes qui définissent qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous faisons et pourquoi on le fait, les missions de l'entreprise. Et avec le manifesto et le playbook, en fait, on est sur un socle, en fait, sur une fondation qui permet à tout le monde de se retrouver. Et ça, pour moi, ça a été, ce sont des fondamentaux, en fait, parce qu'en fait, une fois qu'on a ça, tout ce qui est en politique d'engagement va découler de ça. Et ça sera beaucoup plus simple parce qu'on aura une ligne droite, une ligne directrice, et on sait que quand on a une décision à prendre, et elle est beaucoup plus simple à prendre, c'est beaucoup plus simple de trancher parce que on a ces repères, on a ces piliers. Mais je pense que la question de la formalisation et de la communication, de ce que je comprends et aussi des retours d'expérience que j'ai eu de plein d'autres entreprises, ont été au cœur justement du dispositif et le seront demain, parce qu'on a vu à quel point il fallait avoir effectivement cette communication sur les décisions, sur la vision, sur le pourquoi je suis là, finalement à tous les niveaux, que ce soit au niveau le plus long terme avec la mission d'entreprise, jusqu'à
la formalisation d'une réunion au quotidien. On sent qu'il y a ce vrai sujet qui est au cœur, finalement, l'information, l'accessibilité de l'information. Et aussi, notamment, dans un contexte où on onboard beaucoup de monde et il y a besoin d'avoir un modèle de fonctionnement. Et en tout cas, pour témoigner, pour travailler avec pas mal de gens au quotidien, avec les équipes de Doctolib, c'est appliqué. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément connaissance du playbook dedans, mais en préparant ce webinaire, Pamela m'a livré quelques règles d'or qu'il y avait dans ce playbook et j'ai tout de suite ressenti, et c'est marrant parce que je pense que je travaille avec 4 ou 5 personnes différentes chez Doctolib et tout le monde applique ces règles d'or. Peut-être que si on a un petit peu plus le temps, tu pourras en partager quelques-unes tout à l'heure, mais en tout cas, je pense qu'il y a cet effort de formalisation, mais aussi de s'assurer que ça soit bien appliqué, et je pense qu'il y a pas mal d'efforts là-dessus. Anne, un défi qu'on voit beaucoup, c'est la question du rythme de travail. Comment est-ce qu'on se projette dans quelque chose où justement on trouve le bon rythme par rapport à son métier, par rapport à son organisation du travail, à son secteur, à son contexte international aussi. Comment est-ce que vous avez adressé ce sujet-là dans votre nouvel accord de télétravail et comment est-ce que tu as adressé le sujet? Alors, encore une fois, on ne partait pas d'une situation d'entreprise où il n'existait pas de pratique de télétravail. On avait un accord sur le télétravail depuis des années. Nos équipes sont réparties dans plusieurs pays européens, donc on était déjà capés pour travailler à distance. Néanmoins, effectivement, cette crise, cette pandémie est venue quand même modifier beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, ouvert de nouvelles réflexions. Donc, plutôt que de modifier notre accord sur le télétravail, on est vraiment reparti plutôt d'une page blanche pour redéfinir finalement un nouveau cadre d'organisation du travail. En prenant en compte aussi nos spécificités qui sont particulières, où effectivement, on a une très grande diversité internationale au sein de nos équipes. On a beaucoup de personnel qui ne travaille pas dans son pays d'origine. Et d'un seul coup, effectivement, avec cette pandémie, on s'est rendu compte que certains étaient repartis télétravailler dans leur pays d'origine. On ne l'a pas forcément su tout de suite d'ailleurs, et puis des demandes arrivaient dans ce sens en tous les cas. Donc, on a voulu, en redesignant un petit peu notre accord sur le télétravail, en définissant de nouveaux principes, amener un petit peu plus davantage de flexibilité au regard de ce qu'est notre personnel, avec ses spécificités très internationales. Et aussi, plus de flexibilité dans ce que prévoyait l'ancien accord. On était déjà 2 jours de télétravail. Voilà, donc le modèle de demain, effectivement, c'est un modèle où on va accorder à nos salariés, ça ne veut pas dire que tout le monde va télétravailler jusqu'à 50% de son temps de travail, mais on pourra aller jusqu'à ça, avec aussi des garde-fous, parce qu'il faut en mettre. Et on a beaucoup, notamment, réfléchi à comment on allait pouvoir sécuriser tous les risques qui se présentaient dès lors que certains de nos collaborateurs vont travailler depuis l'étranger, sous l'angle du droit de la sécurité sociale, du droit fiscal, du droit du travail, bien sûr, mais aussi du droit plus des sociétés, en passant en revue les problématiques de permis de travail, de permis de séjour, je ne sais quoi. Il y a énormément de risques que les entreprises auxquels les entreprises s'exposent dès lors que leurs salariés vont travailler dans un autre pays, ce qui est notre problématique principale au sein d'ABE Clearing. Mais néanmoins, on s'est dit qu'on allait pouvoir l'autoriser, mais en mettant encore une fois des garde-fous. Donc, et dès lors que ça serait resté à l'intérieur de l'Union européenne. On a aussi certains de notre personnel qui ne sont pas d'origine européenne. Donc, effectivement, il y aura des situations où on ne pourra pas autoriser à être aussi flexible qu'on aimerait l'être d'une certaine manière pour autoriser du travail depuis un autre pays. Donc, on s'est mis un cap à 90 jours par an de télétravail depuis l'étranger, mais avec un retour une fois par mois. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de règles qu'on met en place. Et de toute façon, ce n'est pas automatique. Bien sûr, c'est l'approbation de manager, c'est une discussion avec nous au niveau RH. Voilà. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est comment on va pouvoir suivre tout ça. On est en train de réfléchir à comment on va pouvoir monitorer un petit peu tout ça. Encore une fois,
ça passe beaucoup par la confiance dans les équipes. Voilà, donc on n'est pas spécialement inquiet par rapport à ça, mais il faudra quand même qu'on fasse un peu de contrôle et de monitoring de ce qui se passe. On va aussi apprendre en vivant. Et puis, voilà, se donner un peu globalement de souplesse dans le nouvel accord qu'on ne l'avait auparavant, pour être plus finalement en représentatif de ce qu'est notre personnel. Oui, on sent aussi, je discutais la semaine dernière avec le fondateur d'un cabinet de transformation qui s'appelle Changers, qui disait, en fait, finalement, avant, on avait standardisé un modèle qu'on forçait à tout le monde, c'était le 9h, 18h à tel endroit. Et finalement, là, on retrouve cette opportunité de remettre l'individu et de reconsidérer l'individu et de lui donner une certaine liberté par rapport à sa préférence personnelle, son contexte professionnel, son activité, mais aussi son contexte personnel. Maintenant, le grand sujet, et je pense qu'il n'est pas encore totalement résolu, c'est le cadre qu'on donne. T'en parles, Anne, il y a des questions là, on comprendra juste à la fin pour répondre à ces questions de travail international, de rythme de travail. C'est super important. Et en tout cas, moi, voilà, c'est vraiment la chose que je vois, c'est comment on donne une vraie liberté, on donne finalement une capacité d'intégrer l'individu dans son organisation du travail, tout ça dans le respect d'un cadre et d'une homogénéité d'entreprise, ce qui reste quand même aussi très important. J'aimerais aujourd'hui, maintenant, qu'on partage les résultats du dernier sondage. Donc, 31%, vous avez équipé d'un point de vue informatique les collaborateurs. À 22%, il y a des actions d'animation d'équipe qui ont été faites pour le bien-être des collaborateurs. Plateforme de psychologue à 19%, formation des managers à 17%, mobilier ergonomique à 12%. Bon, c'est rassurant. On a encore du potentiel de développement. En tout cas, ce que je vois, c'est que voilà, c'est encore un sujet qui n'est pas adressé par la totalité d'entre vous. Dans le chat, j'ai vu aussi que malheureusement, Amélie n'avait pas encore de budget pour pouvoir convaincre ça, et c'est un sujet qu'on adressera en fin de webinaire, qui est la question du budget, parce que c'est vrai que c'est important. Toutes ces initiatives ont un coût. Mais avant tout, j'aurais voulu qu'on tacle le sujet justement qui est, à partir de tout ça, aujourd'hui, quelles sont vos priorités en matière de travail hybride? Qu'est-ce que vous avez dans votre agenda? Donc, je lance un petit sondage sur le sujet de manière assez simple. Justement, est-ce que vous êtes sur ces sujets de bien-être en télétravail? Est-ce que vous êtes sur le sujet de repenser les bureaux, d'augmenter la collaboration, remettre du lien, de la convivialité, peut-être d'autres éléments? N'hésitez pas à utiliser le chat. En attendant, je vais redonner la parole à Pamela, parce que je serais curieux de comprendre, d'après toi, à quoi ressemblera l'expérience collaborateur de demain. Je sais qu'en plus, à titre perso, dans d'autres entreprises, tu as vécu le télétravail en mode normal. Je serais assez curieux d'avoir ta vision sur le sujet. Comment est-ce que, si tu te projettes à 2-3 ans, comment est-ce que tu vois les choses demain, et comment justement c'est un vrai vecteur pour attirer et retenir les talents? Je me pose cette question depuis un bout de temps, même avant de travailler dans des équipes people, ressources humaines. À quoi ça ressemble l'expérience que je veux, à titre personnel, vivre dans l'entreprise? Effectivement, j'ai vécu, c'est ma 5e année là en remote, 3 sans pandémie quand même, c'est pas mal. C'est très agréable, d'ailleurs c'est complètement différent de ce qu'on peut vivre en pleine pandémie. Mais pour moi, il faut revenir, un peu comme tout, il faut revenir aux bases, il faut revenir aux fondamentaux. Et pour moi, la manière de se différencier, la manière d'avoir une expérience collaborateur différenciante, unique, c'est de s'assurer que les collaborateurs adhèrent à la vision de l'entreprise et qu'ils soient alignés avec la mission de l'entreprise. Et comment on fait ça? C'est en la communiquant clairement, cette mission et cette vision. Et en la faisant vivre, en la faisant incarner aussi
par les personnes de l'entreprise. Quand tu disais que tu travailles avec plusieurs de mes collègues et qu'on a tous, on repose tous sur ces piliers, hein. On les vit différemment. Moi, ce que j'entends dans le pilier care, par exemple, ça sera peut-être de commencer tous mes one-on-one avec mon équipe en leur demandant comment ils vont, en écoutant la réponse et en essayant de savoir un peu plus ce qui, dans leur vie au quotidien, peut les motiver, peut les embêter aussi, savoir s'ils sont des bloqueurs, des choses que je peux aider à débloquer. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être s'assurer que, je pense à Alam typiquement avec qui tu parles souvent, eh bien, Alam, elle, ça sera peut-être pour elle s'assurer que tous les Doctolibers, quand ils arrivent le matin au bureau pour leur jour où ils sont leur jour optionnel de présence au bureau, parce qu'on a maintenant des jours optionnels de présence au bureau, eh bien qu'ils aient tout à disposition. Donc les tables comme il faut, les chaises comme il faut, que les interrupteurs fonctionnent, que la température du bureau soit la bonne, etc. Et on a tous nos interprétations et nos manières de vivre ces piliers-là, mais derrière, on saura tous dire qu'on se rapproche, on se raccroche à tel ou tel pilier. Et c'est parce que pour nous, la vision d'entreprise est claire et la mission, les 3 missions d'entreprise sont claires. C'est autour des personnels de santé, autour des patients et autour du fait de créer une entreprise avec une équipe d'entrepreneurs qui sont justement ralliés autour de ces piliers et de ces valeurs humanistes. Et donc, une fois qu'on a ça, je pense que c'est l'un des fondamentaux. Et le deuxième, ça serait créer justement ce cadre dans lequel les gens peuvent s'épanouir en les écoutant. Parce qu'on n'a pas énormément parlé de ça, mais c'est très important d'écouter les personnes au service desquelles on se met. On a un outil spécialement pour faire ça et toutes les 2 semaines, on pose des questions à nos collaborateurs pour savoir comment ils vont, sur quoi on pourrait s'améliorer, ce qu'on fait de bien, etc. Et j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui vont jouer sur la flexibilité des conditions de travail. Est-ce qu'on est en remote? Est-ce qu'on peut revenir au bureau? Est-ce qu'on a des moments où on peut se revoir? Tout à l'heure, il y avait une question dans le chat. Pourquoi revenir au bureau? Justement, donnons une bonne raison aux gens de revenir au bureau, pas d'être au bureau pour faire du présentéisme, hein, pas pour être là, mais se dire que ça va être un moment de convivialité, un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment peut-être de brainstorm, un moment où on va essayer de faire jaillir un peu d'innovation et pas juste être là pour pointer et aller à la cantine et attendre la pause clope ou la pause café, mais vraiment créer des moments de convergence, créer des moments d'échange. Et à partir de là, je pense qu'on a une toile blanche sur laquelle on peut peindre un peu tout ce qu'on veut avec les couleurs que l'entreprise nous donne aussi. Et juste pour revenir tout à l'heure, tu disais un truc, Martin, une chose avec laquelle je suis pas complètement d'accord. C'est un débat. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement besoin de budget. Alors évidemment, pour acheter du mobilier ergonomique, on a besoin de budget, mais c'est un investissement qui compte. Mais il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas besoin de mettre en place un budget. Et pour répondre à Amélie tout à l'heure, je pense que typiquement un guide pour aider les managers à bien gérer et la transition vers le remote et la transition vers un mode de fonctionnement hybride avec des équipes qui seront en partie sur les bureaux, mais pas forcément tout le temps au même moment, et en partie qui travaillent de l'étranger, s'ils ont la chance de travailler chez Anne avec 90 jours à l'étranger ou ailleurs, eh bien, on peut les aider en ayant benchmarké ce que font d'autres entreprises et en reprenant toutes ces meilleures pratiques et en les mettant dans un document qu'on va adapter aux pratiques de l'entreprise, évidemment. Mais ça, c'est des choses qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de moyens financiers, plus du temps et de l'investissement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Martin. Non, c'est super, c'est super. Je pense que, de toute façon, on tourne autour de ce sujet de créer une expérience, mais finalement de remettre la personne au cœur. Oui. Je parle beaucoup de l'écoute, et je pense que c'est très important. Comment, justement, en mettant la personne au cœur, on l'écoute, et derrière, on lui donne un cadre à la fois en termes de mission, en termes d'environnement de travail et de modèle managérial dans lequel elle va pouvoir s'épanouir et justement lui permettre d'accomplir cette mission. De ton côté, Anne, si je te pose la même question, quelle est ta vision de cette future expérience de collaborateur, justement pour vous différencier, pour attirer les meilleurs talents, mais aussi pour retenir ceux que vous avez aujourd'hui?
Je pense que ce qu'on vise, nous, c'est effectivement de définir et au maximum cet équilibre entre ce qui est le travail au bureau et ce que ça représente comme avantage pour l'entreprise, pour les équipes, et puis aussi ce qui est riche avec le travail à distance. Donc, c'est un peu justement arriver à définir derrière chaque mode d'organisation du travail. Voilà, donc c'est le télétravail ou le travail à distance, c'est effectivement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la première chose pour moi, c'est effectivement c'est un signe fort de la confiance qui existe au niveau des équipes. C'est une manière aussi d'engager les gens, d'avoir des équipes aussi performantes. On leur donne du temps. En fait, on leur rend du temps parce qu'ils ont plus ce temps aussi de trajet au quotidien. On leur rend du temps, ce temps-là, même si c'est pas forcément tellement mesurable, mais c'est du temps en plus pour eux, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs loisirs, pour ce qu'ils veulent finalement, peu importe, mais c'est quand même du temps qu'on leur rend. Ça permet effectivement aussi de se concentrer, d'être focalisé sur des travaux peut-être plus intensifs qui nécessitent par exemple de la rédaction, de l'analyse, de la stratégie ou de la réflexion en fait. Où là on va avoir vraiment un temps, on est chez soi, personne ne va nous déranger, en principe moins maintenant. Et voilà, et puis aussi, peut-être qu'on n'a pas tellement ces problématiques-là, mais effectivement, on a tellement de problématiques d'absentéisme parce que on leur dit, mais surtout si vous ne sentez pas bien, vous restez chez vous, mais peu importe ce que vous ayez, c'est pas la peine de venir au bureau quand vous ne vous sentez pas bien, point. Et puis on vous fait confiance. Voilà, vous n'avez pas comme ça contaminé le reste de l'équipe. C'est aussi, ça permet vraiment d'avoir cet équilibre vie professionnelle, personnelle dont on parlait tout à l'heure, pour différentes choses, sa famille, ses passions, sa vie sociale, etc. Et puis, en même temps, on sait que c'est aussi des risques, ce travail à distance, donc on a conscience de ça. Donc, il faut éviter effectivement que les personnes se trouvent en situation d'isolement. Donc, les faire venir au bureau, c'est justement pour contrecarrer ça. C'est-à-dire que avoir des gens autour de nous au travail, c'est bon pour nous. C'est l'identité et la culture de chacune de nos entreprises. Ça permet de connecter avec l'entreprise et ses valeurs. Si on ne fait pas ça, à un moment ou un autre, on va perdre ça. Ça va se diliter effectivement dans le temps. Le fait de venir au bureau, ça permet qu'il y ait des interactions spontanées qu'on ne peut pas avoir en distanciel. Et puis, ça permet aussi de vraiment maintenir ces liens, quels qu'ils soient, forts. Donc ça c'est l'avantage de continuer de venir ou de revenir au bureau, si je puis dire. Et il faut mettre du sens, on le sait, tous derrière ça. Et je crois effectivement aussi que dans les moments au bureau, il va falloir mettre aussi des moments où on va être là parce qu'on a besoin de travailler ensemble sur des choses vraiment spécifiques et avec nos partenaires, pas seulement en interne, avec nos clients, nos fournisseurs, etc. Mais aussi, aussi des moments de plus convivialité au bureau, ou ça peut mettre en dehors du bureau, mais des moments où on se voit juste pour se voir, parce que ça nous fait du bien. Et parce que maintenant, comme on se connaît mieux, on a plus de plaisir peut-être aussi, où c'est plus simple de passer du bon temps ensemble. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps et qu'ils ne vont pas l'imposer non plus à tout le monde, mais en tout cas, on peut aussi créer ces moments-là. Top. Ça me permet de parler justement des résultats du dernier sondage. Donc, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Les deux priorités, c'est remettre du lien et de la convivialité à 31%. Et le deuxième, c'est le bien-être et la santé en télétravail. Donc, on voit bien les enjeux de l'hybride là clairement et qui ont été hyper bien aussi illustrés par Pamela et Anne, qui est effectivement comment est-ce qu'on crée un cadre en termes d'environnement de travail qui va favoriser la productivité et aussi son équilibre vie pro, vie perso, moins de transport, etc. Mais aussi comment on utilise le bureau comme un vrai lieu de lien et de convivialité, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance quand même. C'est vrai que c'est le lieu le plus propice, en tout cas, pour ça aujourd'hui. Alors, on est à la fin du temps. Je vous prends quelques minutes quand même supplémentaires parce que je serais très curieux d'avoir vraiment, si vous pouvez faire synthétique, mesdames, si vous regardez le bilan de ces 18 derniers mois, qu'est-ce que justement quelles sont les initiatives que vous pourriez recommander à vos confrères et consoeurs qui vous écoutent aujourd'hui et celles que vous avez prévu de mettre en place? Anne,
Est-ce que tu peux nous donner juste comme ça les 2-3 trucs à faire et les choses que tu as dans ta roadmap? Alors, je pense que ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est des choses. Il y a des choses qui sont visibles et des choses peut-être moins visibles et qui ont du sens. Donc, il y a le matériel sur le télétravail. C'est vrai qu'il y a une partie quand même équipement matériel. Alors, c'est vrai que ça requiert certains investissements. Il y a le matériel informatique qui est déterminant, bien sûr. Le matériel après essentiel, on va dire, pour aussi que nos salariés, nos collaborateurs puissent aussi être dotés chez eux de matériel de bureau à minima pour bien travailler, on s'assurait de ça. Alors c'est vrai que nous, on a eu effectivement cette chance de pouvoir équiper notre personnel. Ils ont pu choisir dans le catalogue Sleen une chaise, un bureau adapté à leur goût, en fait aussi, mais avec quand même des critères, puisqu'on avait choisi un partenaire qui puisse nous garantir effectivement aussi une bonne ergonomie après et l'accompagnement. C'est pas juste la chaise et le bureau, mais c'est l'accompagnement aussi de l'ergonome qui a soutenu la démarche. C'est vrai que c'est un investissement. Chaque entreprise peut aussi décider de contribuer pour partie à cet équipement. Ou plus ou moins en fait, je veux dire, donc ça c'est quelque chose qui quand même, mais ça a été effectivement énorme, on en parle encore tout le temps, les gens ils me parlent de leur Sleen et c'est mon Sleen, t'as vu que voilà, c'est mon Sleen, ils sont vraiment appropriés ça et ça a été vraiment vécu comme quelque chose, un vrai geste de la part de l'entreprise pour les soutenir dans ce travail à distance. Et à l'époque, on n'avait pas de date de fin en plus. Donc ça, oui. Et puis, bon, on a cité pas mal de choses aussi toutes simples. Je pense qu'il faut restement, comme disait Pamela, faire simple et sans forcément, mais c'est beaucoup de temps d'accompagnement. Et puis, il faut inscrire ça dans la durée parce qu'on est quand même parti sur quelque chose qui dure, indépendamment de la pandémie, j'entends. Donc, c'est ça, en fait. Il faut regarder loin. Et pour le retour au bureau, c'est vrai qu'on se rend compte, nous on a été en télétravail, on l'a encore beaucoup, partout. Je pense que moi, une de mes challenges, ça va être aussi de faire revenir les gens. Mais voilà, je pense que les protocoles sur le plan de la santé, de la sécurité, en fonction des différents pays où nous on opère, ont été mis en place. On a été très très loin, effectivement, on a même fait des vidéos pour accompagner le retour des équipes, en fait, de l'entrée du bâtiment, enfin voilà, on a tout filmé. Aujourd'hui, j'exclus pas aussi la possibilité d'aller un peu plus loin encore et de faire auditer par un huissier de justice dans tous les pays ce qu'on a fait. Pourquoi ça? C'est pour prévenir d'éventuels risques de contentieux, j'en parle parce que ça pourrait arriver, on a eu des dossiers comme ça dans le passé, il y a d'autres problématiques de santé au travail. Aujourd'hui, sur le Covid que nous vivons en ce moment, on ne sait pas dire ce qui va se produire dans le futur. On voit ces recommandations. C'est tout bête, c'est pas forcément super cher. Et moi, c'est acté. Moi, dans 10 ans, je serai peut-être plus dans cette entreprise, ainsi que mon directeur général. Je veux sécuriser l'avenir pour la direction d'entreprise. Ça rassure les clients, ça rassure les fournisseurs qui viennent chez nous, ça rassure nos salariés. On sent que tu travailles dans un monde très réglementé. Oui. Et toi, Pamela, si tu regardes justement sur ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu conseillerais de faire et les 2-3 sujets sur lesquels vous avez les projets sur lesquels vous bossez pour les mois qui viennent? Si on a un peu de budget, je dirais évidemment s'occuper des conditions de travail des collaborateurs à la maison pour apporter un petit peu du confort qu'ils ont au bureau à la maison. Et justement, on a fait ce partenariat avec Sleen et je pense que ça a été une très, très bonne décision qu'on a prise parce que je vais plus soigner tout ce que Anne a dit, mais un très bon accompagnement, évidemment, de super produits. Et j'ai aussi ma petite anecdote, Anne, où une personne avait mal au dos au bureau. Je dis, mais t'es bien installée chez toi? Elle me dit, ah, mais je suis super bien installée chez moi. C'est juste que j'ai fait un peu d'équitation ce week-end et du coup, quand je suis au bureau, je suis en train de sentir un peu les retours de l'équitation. Mais sinon, au bureau, j'ai une bonne chaise et à la maison, j'ai Sleen. Donc, je suis hyper contente. Je dis, oh, d'accord, c'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que ce ne sont pas forcément les équipes qui ont mis ça en place qui en parlent.
ce sont les Doctolibers entre eux qui disent « Ah ben, tiens, j'ai cette chaise-là et franchement, elle est trop bien. Est-ce que tu as essayé la tienne et tout dis-moi. » Et ça, je trouve que c'est ça qui marque, qui fait qu'on sent qu'une initiative a bien pris. C'est quand ce sont les personnes pour lesquelles on l'a faite qui en parlent et qui en font la promotion. Donc, Céline, évidemment. Tout ce qui est aussi écoute des collaborateurs. Alors, on peut avoir des outils. J'ai vu que Picon avait été mentionné. Il y en a d'autres. Il y a CultureAmp, il y en a plein d'autres, Office Vibe, etc. Mais il y a aussi tout simplement des questionnaires qu'on peut faire avec un Google Form ou des choses très basiques. Il y a la partie santé mentale. Donc, faites accompagner vos collaborateurs par des professionnels aussi. C'est pas forcément évident de parler avec des personnes des ressources humaines ou avec d'autres collègues. Parfois, on a besoin d'un professionnel pour se faire aider. Donc ça, c'est important. Dans la prévention des risques psychosociaux aussi, c'est hyper important. L'accompagnement et la formation des managers qui sont nos relais. Et puis une communication claire. Et ça veut dire sans budget. L'accompagnement et la formation des managers, on n'a pas forcément besoin de budget. Ça peut être des groupes de parole entre managers, des groupes d'entraide et de peer coaching. Une communication claire, ça, c'est une question d'heures et d'efforts et de volonté, plus qu'une question de budget. Super. Voilà. Je rogne un petit peu sur votre temps parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur pourquoi Anne, 90 jours à l'étranger, pourquoi ce 90? Oui, alors, on a fait tout un travail sur les 6 pays, enfin on va dire 8 à peu près pays où on a du personnel au niveau européen. Et donc, c'est vrai que à partir, en fait, faut qu'on reste bien sûr dans le seuil des 180 jours. Ça, c'est la sécurité sociale, mais toutes les règles changent. Ça dépend si on regarde ça sous l'angle fiscal, etc. Il y a quand même beaucoup de pays où, au-delà de 90 jours, après, il y a si c'est permanent, 90 jours permanents, enfin, etc. Bon. Donc, 90 jours, oui, mais vous revenez une fois par mois pour casser, en fait, mais aussi pour les voir, et pour casser, effectivement, fracturer ce temps de présence continue à l'étranger. Et en dessous de 90 jours aussi, aussi à l'écoute du conseil que les avocats avec lesquels on a travaillé là-dessus, ça nous a paru effectivement être le bon seuil. C'est la moitié de 180. D'accord, top. Et j'ai une question intéressante aussi d'Émeric, qui est la question de comment conserver le sentiment d'appartenance à l'entreprise quand on est en télétravail. On travaille aussi beaucoup avec des entreprises de services numériques, donc qui ont des consultants qui ne sont pas, qui travaillent quotidiennement pour des clients et donc pas pour directement pour leur société. Est-ce que vous avez des réponses là-dessus sur effectivement la question de la culture d'entreprise, du sentiment d'appartenance quand on n'est pas physiquement dans les locaux? J'ai un début de réponse, mais qui est en fait une question, c'est sur quoi est basée cette culture d'entreprise? Si on sait, et que c'est clair, encore une fois, clarté, vision, mission, je radote un peu, c'est parce que pour moi, c'est encore des fondamentaux. Si on sait sur quoi la culture d'entreprise est basée, et que cette culture d'entreprise, c'est pas juste de jolis mots qui ont été bien packagés et mis sur une jolie slide PowerPoint, et qui sont vraiment des valeurs authentiques et qui sont vécues par les collaborateurs, et qui sont portés par les collaborateurs, ce sera simple. Si c'est du top-down qui vient de la direction et il faut que ça fasse joli et qu'on en parle sur LinkedIn et qu'il y ait des photos qui vont bien, ça ne sert à rien. Si ça n'est pas vécu, si ça n'est pas authentique. Et après, une fois que si c'est authentique et que tout le monde est aligné sur ces valeurs-là, tout le monde les ressent, tout le monde les vit. Après, il y a tout évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se déliter aussi avec le temps et avec la distance. Mais c'est à chaque fois qu'on est en réunion, à chaque fois qu'on a des interactions en physique ou en remote, qu'on arrive à faire transparaître ces valeurs ou ces piliers dans chacune de nos interactions. Et je sais que ça a l'air complètement quasiment angélique, ce que je dis, mais je pense foncièrement que voilà, si on prône la bienveillance, ça veut dire que dans chacune des interactions qu'on va avoir avec chacune des personnes qu'on aura dans l'entreprise, mais même en dehors, ça doit transparaître. Et pour moi, ça, c'est un moyen de se dire, voilà, j'appartiens à cette entreprise, je me reconnais dans ces valeurs-là, et c'est pour ça que je veux les vivre au quotidien et que je veux les incarner. J'essaie de donner un exemple. Je n'ai pas d'exemple précis, parce qu'il y en a peut-être un peu trop qui se bousculent dans ma tête,
Mais si j'en trouve un, je vous l'écris. Pardon, Martin, je t'ai interrompu. Et pour compléter ce que tu me disais dans la préparation aussi sur ces sujets-là, c'est qu'il y a tolérance zéro quand on ne respecte pas aussi ces valeurs-là. Et je pense qu'il y a aussi cette logique de dire on n'accepte pas quand les valeurs que vous prenez ne sont pas respectées. C'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Je pense qu'il y a ça qui est aussi important, c'est comment, bien sûr, on prône les bons comportements et on n'autorise pas, en tout cas ne tolère pas les comportements qui ne vont pas dans ces valeurs-là, ou en tout cas, on marque le coup pour montrer que ce n'est pas juste des valeurs qui sont sur les murs. Tout à l'heure, moi, je suis dans une réunion où des personnes avaient fait un échange de mails et en fait, ils ne se comprenaient pas. Il y a eu des mots qui ont été mal interprétés, alors que vraiment, si on les lit de manière objective, on se dit bon, mais tout va bien. En fait, il y avait des mots qui avaient mal été interprétés et on s'est tous mis à 4 dans une room virtuelle. On a commencé à se dire, ben voilà en fait ce que je voulais dire en disant ça, voilà la situation. Et on a dit, ah, c'est ça que tu voulais dire par là, d'accord, enfin on comprend. Et on s'est juste mis 15 minutes, même pas 15 minutes, autour d'une table virtuelle pour s'expliquer un peu les circonstances des envois de mails et tout ça, et les environnements dans lesquels on évoluait. Et tout d'un coup, on s'est dit, ah mais oui, évidemment. Et ben voilà, c'est prendre le temps de se dire, je m'intéresse à ce que tu dis, je m'intéresse à ce que tu fais, et pas juste se dire, ah bah tiens, en fait, il n'en a absolument rien à faire de savoir s'il peut m'aider ou pas. Au contraire. Donc j'ai vécu dans mon entreprise précédente, Manutan, des formations à la communication non violente. Si vous ne connaissez pas ces principes-là, je vous encourage à les creuser, qui sont justement sur l'expression de ce qu'on ressent et pas de l'interprétation du jugement de la personne qu'on a en face. Justement, avec les Slack, les emails, les visios, etc., ces enjeux-là sont d'autant plus forts. Et donc, il y a des vidéos YouTube hyper intéressantes. Et après, il y a des accompagnements spécifiques. Mais en tout cas, c'est un enjeu important de plutôt parler avec ses sentiments plutôt que de juger l'autre qui est en face, notamment quand on lit un email. Donc, c'est un point très fort. On va conclure, on a un petit peu débordé et je peux vous assurer qu'il y avait encore beaucoup de matière. Moi, je voudrais vraiment conclure sur dans cette préparation, Anne a utilisé à un moment donné cette vision de liberté et confort de travail dans un contexte humain et social. Moi, c'est une phrase qui m'a pas mal inspiré quand je réfléchissais à l'expérience que je veux donner, par exemple, aux collaborateurs de Slim. Je crois profondément en l'humain, je crois profondément au social et je crois profondément aussi au travail. Et donc, je pense que c'est un vrai élément de différenciation de poser ses valeurs, de poser ça. On n'en a pas trop parlé, je pense que c'est des sujets qu'on réabordera à la rentrée, mais tous les enjeux de marque employeur aussi pour pouvoir utiliser le travail flexible comme un vrai levier. Et je pense que tout le monde vit le fait que c'est les questions numéro 1 qui sont posées par les candidats maintenant, avant le salaire, avant les bénéfices en termes de lieux, etc. C'est quel est le nombre de jours de télétravail, quel est le package télétravail, donc c'est des gros enjeux. Donc on réabordera ces thématiques-là aussi sous cet angle-là à la rentrée parce qu'on aura aussi un peu plus de recul. En tout cas, j'espère que ça a été aussi riche pour vous que pour moi. Je voudrais remercier encore Pamela et Anne de leur présence aujourd'hui et bien sûr à vous de votre présence, de votre participation sur le chat qui a été très animée. Merci beaucoup pour cette interactivité, c'était important pour nous aussi d'avoir ça. Le replay va vous être envoyé et on va préparer aussi un compte-rendu avec justement ce qui s'est dit et peut-être aussi creuser certains points pour pouvoir vous permettre de tirer un maximum de valeur de ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, Anne et Pamela. Alors, je vais en avoir 2. Merci pour l'invitation. Et puis, le deuxième, c'est bienveillance. Super. Oui, merci beaucoup, Martin. Et oui, tu parlais un peu de la responsabilité sociale et environnementale. C'est un thème, effectivement, qui vient s'inscrire un petit peu en continuité de ce qui a été dit là.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de la conscience environnementale, mais peut-être un peu moins de l'importance de l'empreinte sociale. Donc, je crois qu'avec le Covid, effectivement, la pandémie, on a mis quand même beaucoup d'humains enfin, au cœur des organisations. Et je crois qu'il faut qu'on continue vraiment à travailler cet équilibre-là pour continuer d'avoir des cadres de travail attractifs pour nos talents de demain et puis pour aussi nos équipes actuelles et soutenir nos directions et nos managers. Merci à tous. Génial. Merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit. On arrive à la pause du déjeuner si cher à nous Français. Et je vous souhaite probablement de très belles vacances qui seront, je pense, très méritées pour tout le monde. Et à très vite à la rentrée pour probablement un nouveau webinaire justement sur cette question des environnements de travail, comment on les réinvente à la maison, mais aussi au bureau. Et un autre sur les sujets de marque employeur. Voilà. En tout cas, merci encore et à très vite. À bientôt. Merci. Au revoir.